Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes dimanche 10 octobre 2021, ça fait 10-10-2021, il est déjà 22h57. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé avec Zuglut un film qu'elle a choisi, donc on l'a regardé du coup sur la télé cathodique puisqu'on n'a plus de télé écran plat dans la chambre pour le moment, en attendant de... Bah, ça dépendait. Des fois, on regardait dans la chambre, des fois dans le salon. Mais la télé écran plat est morte depuis vendredi, je crois, ou jeudi. Je sais plus. Bref, donc du coup, on a quand même encore la télé cathodique de fonctionnel. On a regardé donc sur télé cathodique ce film-là, L'homme au masque de fer. Alors, il y a au moins 3 ou 4 films différents sur cette thématique-là. Donc, il y a des films et des téléfilms. Donc, pour savoir, donc c'est la version de 98 avec Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, John Malkovich, Gérard Depardieu, Gabriel Byrne et d'autres acteurs. Alors, je vais avoir plein de choses à dire sur ce film-là, mais on va peut-être commencer à dire le synopsis. Alors, c'est un film tiré d'une œuvre d'Alexandre Dumas. Alexandre Dumas qui est surtout connu pour les 4 mousquetaires. Ou plutôt les 3 mousquetaires. Mais bon, tout le monde sait qu'ils sont 4, mais en réalité 5, il faut pas le dire, mais aussi Albert, le 5e mousquetaire. Ça, c'est pour ceux qui ont connu le dessin animé. Voilà, pour la petite blagounette. Alors, pour l'honneur d'un roi et la destinée d'un pays. Tous pour un et un pour tous, les 3 mousquetaires et D'Artagnan se retrouvent dans ce récit de cap et d'épée, d'action et d'aventure. Et non pas de carpe et d'épée. Petite référence à One Piece pour ceux qui connaissent. Voilà. C'est une petite référence à One Piece dans la période où Usopp se déguisait en Sniper King. Et avec une petite chanson. Donc voilà pour la petite référence culture. Alors, donc, de cap et d'épée, d'action et d'aventure. Leonardo DiCaprio joue le double rôle du cruel Louis XIV et celui du mystérieux prisonnier qui porte le masque de fer. Paris meurt de faim, mais le roi de France s'intéresse davantage aux affaires de débauchés de la cour. Les mousquetaires joués par Jeremy Irons, John Malkovich et Gérard Depardieu forment, parce que c'est épique, donc il faut que je parle de manière épique, et Gérard Depardieu forme un complot audacieux pour sauver la France de la tyrannie de son roi. Seul D'Artagnan, joué par Gabriel Byrne, s'oppose à eux. Écrit et réalisé par l'auteur de Braveheart 95, Braveheart, c'est cœur donc on dit Heart, Braveheart 95, nominé pour un Oscar, L'homme au masque de fer est un film époustouflant d'intrigue, de danger, d'action et d'amour. Bonus commentaire stéréo par Randall Wallace, le metteur en scène. Beaucoup de choix de langue et sous-titres, donc en langue anglais, allemand, espagnol, français, italien. Version française, sous-titrage anglais, allemand, espagnol, néerlandais, finlandais, suédois, norvégien, danois, portugais, français et italien. Et pour les malentendants, anglais et allemand. Durée 133 minutes. Alors on n'a pas regardé les bonus. Alors attention parce que c'est un des plus anciens DVD. Au début des DVD, les menus et les DVD n'étaient pas tout à fait faits comme on a l'habitude. Et souvent, ça arrivait que les films se lancent tout seuls. Donc, on a un menu qui nous demande un choix de langue, et d'un coup, après, on n'arrive pas sur le menu, on n'a pas de bande-annonce, on a directement le film qui se lance, et voilà. Donc, le film, soyez pas surpris si le film se lance tout seul d'un coup. Donc, après, il suffit d'appuyer sur la touche menu et télécommande pour accéder au menu. Donc voilà pour la petite info. Donc édition Metro Goldwyn Mayer. Est-ce que le DVD va être réédité un jour peut-être? À savoir que ça ne serait pas une surprise si c'était réédité un de ces 4 par l'éditeur ESC. L'éditeur ESC était un petit éditeur indépendant qui commence à prendre du volume, donc un éditeur français qui a récupéré les droits de pas mal d'éditeurs, d'anciens éditeurs, plus ou moins connus, et donc ils ont récupéré donc beaucoup de licences de films connus, et ils font énormément de rééditions. Par exemple, le film Supergirl, qui n'avait jamais été réédité, qui avait été édité qu'une fois, va être réédité, donc c'est déjà en précommande sur Amazon, et ça devrait sortir en fin d'année.
novembre, je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, moi, c'est déjà précommandé. Donc voilà, donc le film n'est plus édité, donc on l'avait acheté sur Facebook pour 1 euro. On l'avait acheté d'occasion, donc on reviendra sur les prix après tout à l'heure, mais voilà, donc le DVD est peu courant et voilà, ce serait pas une surprise s'il était réédité un de ces quatre dans les mois ou les années à venir par l'éditeur ESC. Voilà pour la petite info. Maintenant, passons au film. Alors bon, évidemment, le résumé derrière spoil un petit peu, donc je pense que ça va être difficile de ne pas vous parler du film sans spoiler certains détails, donc on va essayer de ne pas trop forcer sur les spoils. Et puis je pense que je vais être surveillé par Zulut qui me rattrape en général quand je dis trop d'infos sur un film où il faut pas spoiler. Ouais, mais quand ça fait partie du synopsis, c'est pas ma faute, c'est la faute au synopsis. Donc c'est pas grave. Donc en même temps, oui. Oui, voilà, on sait pas pourquoi ni qui a l'identité du. Le plus gros spoil à ne pas spoiler, c'est l'identité du masque du fer, je pense. Voilà. Après, et aussi sur certaines informations qui sont autour qu'il faut pas spoiler. Quelque chose que j'avais deviné dans le film et que. À chaque fois, je me dis. Bah, pour moi c'était gros, donc voilà, j'avais découvert un des secrets du film, parce que pour moi il y avait un truc qui était gros mais c'était énorme, mais je vous dirai pas quoi. Et je ne parle pas de l'acteur qui joue pas Porthos, ça serait pas sympa pour lui. Non mais voilà, c'est pour la petite blague humour on va dire. Alors, c'est marrant parce que du coup, c'est vrai qu'il y a dans certaines répliques de l'acteur qui joue Porthos, je croirais presque entendre des répliques d'Obélix dans les films Astérix et Obélix. Bon, en même temps, voilà, Gérard Depardieu. Donc forcément. Donc bref, donc pour revenir un petit peu au film, au sujet du film. Alors, parce qu'après on donnera notre avis un petit peu après. Donc on est à l'époque, je sais pas si c'est la Renaissance ou ça, je suis pas super calé en histoire, mais on est dans la période où le Moyen-Âge c'est fini, c'est du passé, donc c'est plus les grosses armures et les grosses épées, tout ce qui est Charlemagne, tout ça c'est passé, donc c'est l'an, je sais plus combien, mais en tout cas c'est l'an après 1000. Entre 1000 et 2000, quelque part entre 1000 et 2000. Voilà, c'est une fourchette assez vague, mais bon, comme ça je dis pas de bêtises. Parce que Charlemagne de mémoire, il a été sacré empereur en 800 piles. Donc, oui, donc pour moi c'est entre 1000 et 2000. Donc voilà. Bref, donc on est quelque part entre 1000 et 2000 au niveau de l'époque. Tu peux dire même 1900. Non, les années 1900, je lui pense. Non, mais entre 1000 et 1900. Ah, entre 1000 et 1900, oui. Même 1700 parce que. Ah, je suis pas sûr. Et donc. En plus, je crois qu'ils le disent. Hein. Et donc voilà, il n'y a plus les grosses armures, il n'y a plus les grosses épées, tout ça, les gros boucliers. On est dans une période où c'est plutôt l'air veut que les soldats qui sont à la cour du roi ont des uniformes plutôt en textile relativement léger, avec on est... 1660. Alors avec quand même une période où il y a quand même un petit peu de décadence en France et et ça se retrouve dans le style vestimentaire, que ce soit pour les nobles ou pour les soldats, avec les petites plumes sur les chapeaux, tout ça. Et donc on est dans une période de mousquetaires avec épée fin, les fleurets, je crois qu'on dit. Avec du coup ça fait des styles de combat assez particuliers, c'est pour ça qu'on appelle ça des combats de cap et d'épée. Et donc voilà, c'est pour situer un peu le contexte. Donc on est dans cette période-là. Donc pour ceux qui ont vu plusieurs films ou qui ont lu plusieurs histoires tirées des 4 mousquetaires ou des 3 mousquetaires, j'ai vu quelques films, alors je ne les ai pas tous vus et ça fait longtemps que je n'en avais pas regardé de films de cette époque-là. Donc j'ai plus tout en tête, mais celui-là je l'avais encore jamais vu. Donc, et on est dans l'univers, donc dans le multivers. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude maintenant avec le Marvel Universe, le DC Universe. Donc là on est dans le Alexandre Dumas Universe, donc dans l'univers connecté des œuvres d'Alexandre Dumas. Si on peut dire, bah oui, mais c'est un petit peu, voilà, c'est pour le fun. C'est pour le fun, c'est pour expliquer, pour si les gens qui nous regardent ne connaissent pas du tout. Donc voilà, c'est comme ça, c'est expliqué simplement. Donc on est dans l'univers connecté d'Alexandre Dumas, donc je modernise un petit peu l'explication.
Et on est plutôt vers la fin, vers les dernières œuvres, je pense, qui parlent des mousquetaires, puisque... Oui, puisque c'est tiré du 3e livre de la trilogie. Oui, donc forcément... puisqu'ils ne sont plus tout jeunes, certains ont des enfants d'ailleurs, et ils ont continué donc leur histoire, mais c'est de manière indépendante. Donc on a D'Artagnan donc qui a juré fidélité au roi Louis XIV et qui a le capitaine de la garde des mousquetaires pour Louis XIV. Ses autres compagnons donc Athos, Porthos et Aramis ont choisi un autre chemin. Donc Porthos, donc lui, il est toujours très intéressé par le bien vivre, la nourriture, la bonne chair, les femmes. Donc lui, je crois qu'il n'a pas trop changé à ses habitudes. Après, ça fait longtemps que j'ai rien vu sur les mousquetaires. Donc, Athos, donc lui, il a un fils, donc il prend soin donc de l'éducation de son fils, qui est devenu un jeune adulte, qui prévoit de marcher dans les traces de son père et de devenir un mousquetaire, et qui est promis à une jeune femme avec qui il veut se fiancer. Donc Athos, donc il s'occupe de superviser l'avenir de son fils. Et Aramis, donc lui, il s'est mis dans la religion. Donc je sais plus quel statut il a dans la religion. Des prêtres, quelque chose comme ça. En tout cas, donc voilà, il est parti sur la religion. Mais il a avant tout dans son cœur, il a toujours quand même son cœur de mousquetaire, hein, pour tous et tous pour un. Donc voilà, pour situer un peu le contexte, donc ils suivent chacun une nouvelle voie, mais ils sont quand même, oui, ils sont à la retraite de leur ancienne vie de mousquetaire, mais c'est pas non plus des grabataires. Mais voilà, ils se côtoient quand même toujours, ils se voient à l'occasion, tout ça. Comment? Oui, mais non, non, mais parce que t'as parlé de retraite. Mais souvent, quand on est retraite, on pense à un personne âgée, mais pas toujours, mais souvent. Donc bref, donc il y a... Bon, bref, donc ils ont suivi un nouveau chemin. Le souci, c'est que en France, les choses ne vont pas terribles. Le peuple crie famine, donc souffre de la faim. Donc le peuple gronde, donc on peut dire d'ailleurs qu'ils en ont gros. Ils peuvent dire on en a gros, sire, sire. Donc voilà, la petite référence pour ceux qui savent. Donc voilà. Donc le peuple en a gros, et d'ailleurs donc il y a un groupe qui attise la colère du peuple et qui se fait appeler les jésuites, dont ils ont un chef mystérieux dont on ne connaît pas l'identité. Quant au roi Louis XIV, au lieu de prendre soin de son peuple, il envoie donc des hommes à la guerre, on ne sait pas trop à quelle guerre, et la nourriture est partagée entre le palais et les nobles, et les soldats partis à la guerre. Le peuple, eux, ils ont droit à soit ils ont rien, soit ils ont des fruits et légumes pourris. Donc ça va pas. Ça va pas, donc on est vraiment dans une crise, et au lieu de se soucier de son peuple, le roi Louis XIV, il joue, il s'amuse, il couche avec des jeunes femmes et puis après il les jette, donc il parle avec mépris les gens, il est méchant, il est cruel, il fait tuer des gens, tout ça, c'est vraiment une ordure si on peut dire. Après on est sur une fiction, donc est-ce que le roi Louis XIV s'est comporté de telle manière c'est pas vérifiable maintenant, donc on n'est pas là pour le vérifier, mais on est sur une fiction. Et à un moment donné, donc je ne vais pas spoiler, mais à un moment donné, l'un des actes de Louis XIV va aller trop loin, et ça va être vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Du coup, les mousquetaires décident de reprendre du service et vont chercher une solution au problème. Enfin, pas tous les mousquetaires, puisque voilà, les mousquetaires seront partagés. Donc, un des mousquetaires va défendre l'honneur du roi jusqu'au bout et va refuser de coopérer avec ses anciens amis. Et
Oui, il a ses raisons, mais c'est pour ne pas Non, spoiler. c'est pas ça. Je veux dire, il coopère pas, mais Il a espoir que le roi devienne une bonne personne à un moment Oui, donné. non, mais c'est pas ça, mais il les arrête pas non Oui, plus. oui. Tu sais qu'ils vont faire quelque chose, mais ils cherchent pas à savoir Oui, quoi mais faire. là, j'en suis pas encore là. J'allais dire parce qu'à un moment donné, lorsque les mousquetaires donc se réunissent, donc celui qui décide de ne pas les rejoindre et ne pas suivre leur plan, il ne va donc pas non plus chercher à les en empêcher, donc comme le disait Zuglut. Ouais. Mais le truc, c'est que il a ses propres raisons de ne pas suivre. Néanmoins, donc, s'il devait choisir son camp, s'il était au dos au mur, il choisirait certainement euh, un des deux camps, mais je ne veux pas dire lequel. Mais après, il y a des raisons particulières et je ne peux pas en dire plus pour ne pas sans spoiler des choses qui seraient dommages. Et quant aux autres mousquetaires, trois autres mousquetaires, donc du coup, eux, ils vont devoir échafauder un plan. Et il se trouve qu'il y a un mystérieux prisonnier quelque part qui a un masque de fer. Et leur objectif, ça va être d'échanger le roi avec le prisonnier au masque de fer. Pourquoi, comment, ça, je ne vais pas le dire pour ne pas spoiler, parce que ça découle de la plus grosse intrigue du film, sachant qu'il y aura plusieurs petites intrigues à côté. Mais voilà grosso modo l'histoire, et du coup, le film va débuter donc du début, donc comme je vous expliquais, et il va s'arrêter au dénouement final lorsque l'intrigue aura atteint son apogée entre ce qui se passe autour du roi Louis XIV et de l'homme au masque de fer. Donc voilà pour résumer en gros sans spoiler de trop. Je pense que j'aurais pas pu faire mieux. Voilà. Maintenant parlons de la critique. Alors le film je l'avais jamais vu, donc toi tu me disais que tu l'avais vu 2 ou 3 fois. Ouais. Par contre, j'en avais entendu parler, j'avais vu plusieurs fois les bandes annonces. Alors, il se trouve que dans les années 90, donc les DVD n'existaient pas, c'était des VHS, des cassettes vidéo. Souvent dans les cassettes vidéo, soit qu'on les louait dans les vidéoclubs, soit qu'on achetait à un hypermarché, il y avait des bandes annonces, il y avait toujours au moins 2 ou 3 bandes annonces avant les films. Plusieurs reprises, j'avais pu voir à travers les cassettes vidéo la bande annonce pour L'homme au masque de fer. Et franchement, ça avait l'air pas mal. Donc, mais voilà, je n'avais jamais eu l'opportunité ou l'occasion de voir le film jusqu'à aujourd'hui. Un film de 98, donc c'était l'occasion de rattraper un peu mon retard. Alors, on va commencer par les points négatifs parce que c'est plus rapide. Il n'y a qu'un point négatif au film, mais c'est pas un défaut du film en lui-même, je pense. C'est peut-être un défaut du DVD. Je ne sais pas, donc je ne vais pas trop me prononcer. Mais le souci, c'est un souci d'équilibrage au niveau du son des musiques et des voix. C'est-à-dire que nous, quand on regarde un film, selon le film, des fois, il faut plus ou moins monter le volume du son pour avoir un son acceptable pour regarder un film. Selon les films, des fois, il faut monter loin le son, des fois faiblement. Donc je pense que tout le monde a rencontré ce problème avec les DVD un jour ou l'autre. Mais parfois, c'est assez rare, mais parfois il y a des problèmes d'équilibrage dans les films. Et parfois, en fait, lorsqu'on a un son acceptable au niveau des voix, on a des fois, lorsque les musiques arrivent, des musiques assourdissantes. Et du coup, il faut rebaisser le son avec les commandes. Et puis après, lorsque la musique est finie, il faut remonter le son lorsqu'ils se remettent à parler. Et c'est casse-noisette. Et donc là, c'est pas souvent, mais à 3 ou 4 reprises dans le film, il y a des problèmes d'équilibrage et par moments les musiques elles tapent très fort dans les graves et du coup c'est dommage. C'est dommage parce que les musiques elles sont belles, elles sont super. Donc tout dans le film est vraiment. Ah oui, mais hier, tu peux pas comparer Revenge, le film d'hier, et L'homme au masque de fer. Là, on est sur un classique et j'aurais même envie de dire un chef-d'œuvre du cinéma. Après, les livres d'Alexandre Dumas, j'en ai lu qu'un ou deux, c'est il y a très longtemps, donc je m'en souviens plus. Et celui-là, je l'avais jamais lu, donc un livre. Donc, je pourrais pas comparer par rapport au livre, mais en tant que film, moi, j'ai presque envie de dire que ça fait partie des chefs-d'œuvre du cinéma. Donc voilà, donc pour le petit défaut que je citais, donc le film en lui-même, donc les musiques sont vraiment chouettes. Le film, on l'a vu en VF, le doublage VF est super. Sachant que les acteurs français, parce que c'est un mélange de plusieurs acteurs, ils sont doublés par eux-mêmes. Parce que maintenant, c'est vrai que ça paraît logique. Et c'était logique dans les films des années 90, sauf que maintenant,
À notre époque, depuis quelques années, beaucoup d'acteurs français, lorsqu'ils tournent dans des films américains ou anglais, eh bien, ils se font redoubler par d'autres doubleurs français. Ils se doublent pas eux-mêmes et c'est dommage. Je vais pas citer des noms, mais bon voilà. J'ai été déçu par plusieurs acteurs français qui ne se sont pas doublés même dans les films, mais peut-être qu'on leur a pas donné le choix non plus, donc je ne sais pas qui est responsable de ces choix artistiques, mais qui sont un petit peu désolants, surtout quand c'est des acteurs qui ont des jolies voix. Mais donc, bon, bref, donc on a vu le film en VF, donc les acteurs français se doublent eux-mêmes. Les doublages des acteurs anglais, américains, irlandais et je sais plus quelle nationalité, ils sont parfaits aussi. Donc au niveau du doublage c'est bon. Le jeu des acteurs, le scénario, l'histoire, tout est parfait. On est vraiment sur un film à haut niveau. Le film peut paraître un peu long, donc plus de 130 minutes je crois, mais voilà, il faut vraiment ce temps-là. Donc s'ils avaient coupé ou raccourci un peu, il leur aurait manqué des choses au scénario, ça aurait été dommage, quoi, ça aurait été du gâchis. Donc la durée du film est vraiment cohérente par rapport au scénario. Et le film a vraiment un suspense et d'un bout à l'autre avec une ambiance et tout. Donc vraiment, il n'y a aucune scène qui est ajoutée. Le film est parfait d'un bout à l'autre. Le jeu des acteurs est vraiment très très bon. Leonardo DiCaprio est vraiment excellent dans ses deux rôles et il me fait penser un peu, pas de la même façon, mais d'une certaine façon, il me fait penser un petit peu à Geoffrey de Game of Thrones parce que je sais pas toi Zulut, mais je l'ai détesté dans Game of Thrones, Geoffrey là, tu sais le petit roi qui se fait, enfin qui a des problèmes à un moment donné, pour pas spoiler Game of Thrones. Mais voilà, l'acteur il jouait parfaitement son rôle, quoi. Il est détestable. Et là c'est pareil, Leonardo DiCaprio est vraiment un excellent acteur, il est détestable dans le rôle de Louis XIV. Donc voilà, donc vraiment rien à redire. Donc moi c'est un film que je recommande et qui doit faire partie des classiques. Si vous l'avez pas encore jamais vu, donc je vous conseille de le voir au moins une fois. Et si vous avez l'occasion un jour de le trouver en DVD à un prix abordable, ça serait dommage de passer à côté parce que ça vaut vraiment le coup. Donc c'est un classique à voir et à revoir, je pense. Donc il n'y a pas de problème. En tout cas, je suis très content de l'avoir trouvé. C'était un DVD qu'on avait trouvé nous sur Facebook à 1€, donc sur un coup de chance. On ira voir tout à l'heure les prix sur les sites internet. On va regarder d'abord la fiche Wikipédia. L'homme au masque de fer, donc la version de 1998, en anglais The Man in the Iron Mask. À ne pas confondre avec Iron Man. Iron Mask et Iron Man, c'est pas la même chose. Est un film de KPDP américano-britannique écrit et réalisé par Randall Wallace, sorti en 1998. Il marque américano-britannique, mais aussi des acteurs de d'autres pays, hein. Notamment pas mal d'acteurs français. Ouais, après, alors le synopsis on va passer, on a déjà raconté. Réalisation Randall Wallace, assisté de Frédéric Auburtin. Scénario Randall Wallace d'après le vicomte de Bragelonne d'Alexandre Dumas. Budget 35 millions de dollars. Pays d'origine Royaume-Uni et États-Unis. Langue originale anglais et français. Genre KPDP et aventure. Durée 132 minutes. Date de sortie aux États-Unis le 13 mars 1998, en France le 1er avril 1998. Ensuite, le casting. Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, John Malkovich, Gérard Depardieu, Gabriel Byrne, Anne Parillot, Judith Godrèche, Peter Sarsgaard, Edward Atherton, Hugh Laurie. Alors, Hugh Laurie, ce nom vous dit quelque chose, moi je l'ai tout de suite reconnu. Il joue un petit rôle, on le voit qu'une fois je crois dans le film. Il joue Pierre le conseiller du roi. Peut-être 2 fois, mais je l'ai aperçu qu'une fois, mais je l'ai reconnu tout de suite quand je l'ai vu. C'est l'acteur principal de la série Dr House. Non, oui, c'est ça, Dr House, oui. David Lowe, Emmanuel Gutiérrez et Brigitte Aubert. D'ailleurs, Dr House c'est une super série, j'aimerais bien un jour trouver l'intégrale en DVD. Lieu de tournage, le film a été tourné en France au château de Fontainebleau, au château de Vaux-le-Vicomte dans le Vieux-Mans, ainsi qu'au logis de Fontenay à Fontenay-sur-Vègre. Certaines scènes représentant le palais du Louvre ont été tournées au studio d'Arpajon. Critique, il a reçu un accueil plutôt défavorable, recueillant 33% de critiques positives avec une note moyenne de 5,4 sur 10, sur la base de 36 critiques sur Rotten Tomatoes. Sur Metacritic, 48 sur 100 pour 18 critiques. Voilà, c'est dommage. Box office, le film a connu un important succès commercial, rapportant
environ 182 968 902 dollars au palmarès mondial, dont 58 968 902 dollars en Amérique du Nord, pour un budget de 35 millions de dollars. Donc ça a été rentabilisé. En France, il a réalisé 2 291 139 entrées. Récompense au Razzie Award 99 comme le pire couple à l'écran pour son double rôle de Louis XIV et son jumeau. Ouais, moi je trouve qu'il jouait plutôt bien. Hein. Ah, autour du film, alors ça, ce petit paragraphe, je le lirai tout à l'heure, mais dans la rubrique spoil, donc on va éviter. Donc maintenant on va regarder pour le DVD. Donc nous c'est un DVD qu'on avait acheté à 1 euro. Alors j'ai regardé sur Amazon, mais c'est pas évident de s'y retrouver parce qu'il y a pas mal d'éditions différentes et puis il y a au moins 3 ou 4 films différents. Pour le film que nous on a, l'édition de 98, il n'y a personne qui le vend sur Amazon. Même des vendeurs produits particuliers, ils ne le vendent pas. En tout cas sur la fiche que j'ai trouvée. Après il y a des duos, il y a des bundles qui ont été faits avec le film que l'on a et un autre film qui s'appelle Le Bounty, avec Mel Gibson et Anthony Hopkins. Là, il n'est pas non plus expédié vendu par Amazon, mais par Vendeur Pro à 26 euros. Si on divise par 2, ça fait à 13 euros le film, quoi. Sinon, si on regarde sur Rakuten, donc le même DVD que l'on a, d'occasion, on peut le trouver à partir de 90 centimes, donc ce qui est un prix correct. Après, évidemment, le problème d'occasion, il faut pouvoir regarder les descriptions et vous assurer donc que le DVD est pas rayé ou demander au vendeur. Sachant que les vendeurs peuvent mentir. J'ai eu le cas il y a pas longtemps, malheureusement, donc en général, je tombe toujours bien quand je demande et qu'on me dit qu'il n'y a pas de rayure trace de doigt. Mais là, j'étais un peu dégoûté, donc j'avais commandé pour 90 centimes sur Rakuten le film Wargame, donc j'avais le 2, donc je voulais le 1 pour compléter, qui est un classique quand même du cinéma. Le vendeur m'avait assuré que le film n'avait pas de rayures ni de traces de doigts, et le vendeur a menti. Donc je n'allais pas faire une réclamation et renvoyer le DVD parce que voilà quoi. Du coup, il faudra que je le teste sur le DVD, que je vérifie qu'il passe d'un bout à l'autre quoi. Mais justement, je parlais de l'occasion, donc là je sais pas si on voit à l'écran, mais ouais, il y a pas mal de rayures, il y a des traces de doigts, et ça me fait chier, surtout quand on me dit qu'il n'y en a pas, et voilà quoi. Parce que je disais qu'on pouvait trouver le DVD assez facilement sur Rakuten à 80 centimes d'occasion, mais voilà, il faut penser à se renseigner. Après, il y a plein d'autres sites internet que j'ai pas regardé, il y a eBay, Fnac, Le Bon Coin, Vinted, etc. Vu que c'est un DVD quand même qui s'est assez bien vendu, donc je pense qu'il doit y avoir moyen de le trouver assez facilement sur le marché de l'occasion. Par contre, si vous cherchez neuf, vous ne le trouverez pas à moins de 10 euros, quoi. Et un Igor à 10 euros, c'est vraiment si vous avez du bol. À mon avis, ce neuf, il doit commencer à chiffrer. Ou alors, si vous voulez à tout prix neuf, si vous ne voulez pas l'acheter d'occasion, attendez une réédition, donc avec un peu de bol, et des éditeurs indépendants français comme ESC pourraient le ressortir. Donc à surveiller. Maintenant, on va passer sur la rubrique spoil. Il y a un petit paragraphe intéressant sur retour du film sur Wikipédia, donc je vais le lire. Mais du coup, donc si vous voulez pas vous faire spoiler, je vous conseille donc d'éteindre la vidéo. Et puis, je vous dis donc du coup à très bientôt. Donc maintenant, si vous êtes toujours là, donc on va lire ensemble le petit paragraphe sur Wikipédia. Alors, autour du film. D'Artagnan est présenté dans le film comme ayant été l'amant d'Anne d'Autriche, ce qui n'est nullement le cas dans le Vicomte de Bragelonne et les œuvres précédentes de Dumas. Le roi Louis fait assassiner Raoul afin d'obtenir de facto ses fiancées Christine. Pour cela, il envoie la mort parmi les premières lignes sur le front anglais. Il fait ensuite installer Christine dans ses appartements. Cette intrigue est sans nul doute inspirée du deuxième livre de Samuel. En effet, au chapitre 11, le roi David est séduit par une femme prénommée Bethsabée, qu'il obtient en envoyant son mari Uri à la mort. Le dénouement final n'est toutefois pas le même. Donc voilà, autour du film, donc c'était intéressant à raconter, mais ça spoil quand même des choses qu'il ne faut pas spoiler dans le film. C'est pour ça que je parlais tout à la fin. Ah oui, il y a un DVD aussi qui est vendu sur Cultura, mais c'est pas le bon. Il y a à 16,99, c'est un autre film qui s'appelle L'Homme Masque de Fer, avec d'autres acteurs, avec Richard Chamberlain et d'autres. Mais celui-là, je ne l'ai pas vu, je ne peux pas vous donner mon avis. Il y a eu au moins 3 ou 4 films différents, donc voilà. Donc c'est pour la petite info. Au moins, j'ai vu au moins 3 fiches. 1939, ouais. Celui de 77 avec... un des années 70, des années 30 et un des suites 98, voilà. Voilà, c'est tout. Allez, bonne fin de week-end tout le monde. Salut, salut. Au revoir. Bonne soirée.